14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio et nous sommes en compagnie aujourd'hui de Michel Odoul qui sera donc avec moi durant ces 2 heures et je crois qu'il n'est plus très utile que je vous le présente. Avec lui, vous allez mieux comprendre votre corps et peut-être que vous pourrez alors être un peu plus responsable de votre santé. Et c'est pourquoi je vous propose que nous passions en revue avec lui durant les quelques mois nos différents organes. Et aujourd'hui, eh bien, on va commencer par les poumons. Alors je vous apprendrai rien si je vous dis qu'on en a 2 et que la majorité d'entre vous savent que les poumons participent particulièrement à la respiration. Mais vous allez peut-être découvrir plus précisément le rôle qu'ils jouent dans notre organisme et pourquoi il est si important d'en prendre soin si on ne veut pas avoir l'impression de manquer d'air. Évidemment, tout le monde sait que la cigarette est le premier ennemi des poumons, mais durant ces 2 heures, on va sans doute découvrir bien d'autres choses. Et je vous invite évidemment à venir poser vos questions à Michel Odoul et pour ça vous composez le 0826 300 300. Bonjour Michel Odoul. Bonjour Brigitte. Alors oui, on parle beaucoup des poumons de la Terre, mais on va plutôt s'intéresser à l'infiniment petit et donc aux poumons de l'être humain, à nos poumons. Oui, tout en sachant qu'ils ne sont pas, sont pas dissociables et que, en tout cas dans ce qu'est la vision de la médecine traditionnelle chinoise, cette idée, cette image qui est celle du poumon n'est pas que l'organe respiratoire du corps humain, mais que les feuilles sont les poumons des arbres et les modes de respiratoire par lesquels nous sommes. Le poumon est un organe central et majeur parce que c'est celui qui, nous permet de nous nourrir de l'énergie du ciel par la respiration qui est la fonction organique centrale qui nous permet d'assimiler l'oxygène. Nous avons un rapport particulier au céleste et à tout ce que ce céleste peut nous apporter et qu'au-delà de cela, de par ce fait respiratoire et de par le rôle que le poumon joue dans notre corps, il a aussi la charge d'une deuxième dimension de la ventilation corporelle qui concerne la peau, qui est la deuxième partie du corps qui permet la ventilation corporelle. Il faut savoir que les grands brûlés souffrent de cyanose, voire même d'asphyxie, et que donc il y a un film célèbre de James Bond qui s'appelle Goldfinger, dans lequel le méchant condamne une jeune femme à mort simplement en la faisant recouvrir d'une fine pellicule de feuilles d'or et générant une asphyxie de la personne. Et donc la peau est le deuxième organe respiratoire qui va avec et qui dépend de ce qu'est le poumon. Mais en même temps, la peau joue un rôle particulier, c'est qu'elle est notre frontière, notre limite, notre barrière entre le monde extérieur. Ce qui est en dehors de notre peau, c'est l'autre, le monde extérieur. Ce qui est à l'intérieur, c'est nous. Et donc, de facto, le poumon a la charge aussi de gérer notre rapport au monde extérieur et la manière dont nous sommes en capacité de nous protéger face à ce que ce monde extérieur génère comme vécu. Et d'où toutes ces expressions, manquer d'air, tu m'étouffes, etc. Voilà, hein, c'est des expressions. De l'air, laisse-moi un peu de place, voilà, et qu'on pourra trouver à travers différentes pathologies qui sont très très clairement exprimées. Et avec une dernière particularité, je faisais une analogie entre le poumon des êtres humains et les feuilles des arbres. Eh bien, c'est en automne que les feuilles des arbres tombent et en médecine traditionnelle chinoise, la saison qui est associable à l'énergie du poumon et qui lui donne sa qualité, c'est justement la saison de l'automne. Et donc, de la manière avec laquelle nous respectons au jour d'aujourd'hui, dans la saison où nous sommes, nos poumons, va dépendre notre capacité à traverser de façon solide et non pathogène tout ce qui va être l'hiver et de pouvoir redémarrer sur un printemps solide. Et je crois, si je ne me trompe pas, que c'est en relation avec l'émotion de la tristesse, les poumons. Oui, c'est bien ça. C'est-à-dire, il y a 5 principes, 5 organes fondamentaux auxquels est associée pour chacun une émotion particulière qui est la tristesse. Et cette tristesse, il ne faut pas y voir dans la tristesse que ce qui est le regret. Parce que le regret, c'est l'attachement au passé, etc. C'est, on va dire, le pan obscur de la tristesse. La tristesse, c'est l'acceptation du deuil et de la perte. C'est la capacité à constater effectivement le manque ou l'absence de ce qui a été, mais toujours en restant cette verticalité de la respiration que j'évoquais tout à l'heure. Et donc la tristesse est une émotion qui est profondément positive parce que c'est celle qui nous permet d'accueillir ce qui est l'éventuelle souffrance de la perte, mais en la nommant clairement et en la vivant clairement. Et d'ailleurs, il faut savoir que même organiquement parlant, c'est vrai, puisque dans les larmes qui sont les larmes de la tristesse, nous évacuons des toxines que sinon nous n'évacuons jamais.
Et que donc les gens qui ne pleurent jamais sont des gens qui n'évacuent pas certains styles de toxines. Et alors, il y a plusieurs choses en préparant l'émission. J'ai essayé de trouver plusieurs symboliques. J'ai trouvé intéressante notamment la symbolique de après la guerre de 14-18. Beaucoup d'hommes avaient les poumons atteints par les gaz et peut-être qu'il y avait. Doit-on parler de la grippe espagnole ? Oui, bien sûr, oui. Et on voit bien que ce début de siècle a marqué la fin de peut-être de la puissance occidentale. Enfin, il y a eu la fin de la puissance occidentale. Après, bon, bien sûr qu'il y a encore eu beaucoup de choses, mais on a un peu l'impression qu'il y a eu un avant et un après. Oui, mais il y a eu un avant et un après aussi dans la manière avec laquelle, dans l'inconscient collectif, l'être humain s'est rendu compte de sa boucherie. L'être humain s'est rendu compte de la manière avec laquelle, finalement, il ne se respectait pas. Ça a été un choc d'une violence parfois inconsciente et parfois extrêmement consciente dans toutes les familles qui ont été touchées. C'est assez intéressant, entre guillemets, si j'ose dire, de voir que des vieux de la guerre de 14-18, il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui, mais tant qu'ils étaient encore en vie, 40 ans ou 50 ans après, étaient incapables d'en parler. Pour montrer à quel point l'impact des vécus avait été quelque chose d'horrible, une horreur sans fin. Ça a fait s'effondrer les défenses immunitaires et ça a généré, bien entendu, derrière un certain nombre de grandes épidémies, de pathologies. Et d'ailleurs, il y a eu énormément d'années avant qu'on ose faire des films sur la guerre de 14-18 en montrant justement l'horreur que ça a été. Il a fallu presque 70 ans, quoi. Oui, parce qu'il y a eu ce qui s'est passé dans les tranchées, mais il y a eu ce qui s'est passé aussi au niveau sociétal. Il y a eu la manière avec laquelle on s'est comporté avec tous ces jeunes qui étaient terrorisés, qui ne voulaient pas aller se battre et qui étaient abattus sur place. C'est-à-dire que il y a eu une véritable émergence de ce que Jung appelait les zones d'ombre dans ce qu'étaient les populations humaines. Et nous sortions du 19e siècle glorifiant de la science qui croyait qu'elle allait tout maîtriser. Et on s'est rendu compte qu'un de ses premiers effets n'a pas été obligatoirement le meilleur. Absolument. Donc je trouve que c'est intéressant aussi, et on fera peut-être à chaque fois qu'on abordera un organe, un petit peu une vision plus élargie symboliquement de ce que c'est que l'humanité. Et je trouvais que c'était intéressant de comprendre que c'est après la guerre de 14-18 qu'il y a eu tous ces problèmes de poumons dans la société, en tout cas occidentale. Il y a eu une autre époque juste avant aussi qui a été concernée par ça, qui a été la grande époque du romantisme. Oui, la grande absolument. époque du romantisme, Goethe, Rousseau, etc., a aussi été la grande époque de la tuberculose. Et la grande époque de la tuberculose et du romantisme a aussi été la grande époque des suicides. Or, l'énergie du poumon, c'est l'énergie qui donne à l'individu la conscience du futur et la conscience de se préserver pour ce futur. Et c'est absolument troublant de voir combien aujourd'hui, par exemple, en consultation et dans les appels au secours que nous avons, émerge une problématique qui est consécutive à l'époque que nous venons de vivre après la crise sanitaire, qui est celle d'une désespérance fondamentale, qui voit de nombreux jeunes aller jusqu'au-delà des scarifications au suicide. Et d'ailleurs, le début de l'épidémie Covid a beaucoup touché les poumons. Bien sûr. Ça a été la première sphère physique qui a été touchée et sur laquelle on a pensé qu'effectivement le problème existait. Et donc, voilà, sur le plan symbolique général, ce qu'on pouvait dire. Maintenant, sur un plan plus personnel, on sait que la cigarette est le premier ennemi des poumons. Je crois que ça, tout le monde... Tout ce qui va exciter le poumon, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que je suis toujours assez effaré quand je vois aujourd'hui encore et qu'il ne m'en veuille pas si je dis ça d'une façon aussi abrupte à l'antenne, mais de voir combien de personnes aujourd'hui encore font des joggings sur les trottoirs dans les villes. Quand on connaît la quantité de microparticules qui sont véhiculées dans l'air, etc., c'est pas faute d'informations à ce niveau-là. Sauf qu'il faut savoir que pendant l'effort physique, nous ouvrons des zones alvéolaires et des sacs alvéolaires dans les poumons qui, tout le reste du temps, sont refermés et dans lesquels macèrent ces espèces de poisons qui sont là. Alors le tabagisme est effectivement quelque chose de terrible, mais les quantités de microparticules, la pollution de l'air... Courir sur les trottoirs des grandes villes, c'est peut-être pas la meilleure idée. Pour revenir à ce dont nous parlions tout à l'heure, la nervosité et l'agressivité qu'il y a dans les quotidiens, qui génère aussi une nécessité fondamentale à se protéger de façon réflexe, et donc porte atteinte à l'énergie des poumons. Donc le tabagisme en est une des causes, mais ça n'est pas la seule, malheureusement. Très bien. Et puis maintenant, c'est à vous de nous appeler. Si vous avez l'impression de manquer d'air, vous nous appelez au 0826 300 300 et on va vous ouvrir la poitrine. Allez, on fait une petite pause. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Avec Michel Odoul, on va évoquer vos poumons aujourd'hui. Et si vous avez besoin de poser des questions, vous nous appelez au 0826 300 300. Et on commence avec Hélène. Bonjour Hélène. Bonjour Brigitte, bonjour Michel. Je vous remercie de prendre mon appel téléphonique. Mais je vous en prie. Et je voudrais vous dire, Brigitte, que je suis fan inconditionnelle de vos émissions, que je vous écoute pratiquement depuis le début. Et j'ai découvert Michel il y a quelques années maintenant et je suis avec ses livres. C'est très bien, voilà. Vous avez raison Hélène, c'est bien de prendre soin de vous. Eh ben merci d'abord de ces compliments et puis on vous écoute. Alors vous avez, je crois, des problèmes aux bronches, hein, c'est ça? Alors voilà, moi j'ai une dilatation, j'ai 65 ans et j'ai une dilatation de bronches depuis l'âge de 2 ans. Alors je ne sais pas, à l'époque pour moi évidemment c'était une maladie comme une autre quoi. Hein. Je ne connaissais pas encore les livres de Michel, donc je ne pensais pas que c'était autre chose qu'une maladie comme ça. Donc j'ai mangé beaucoup d'antibiotiques, j'ai été levée aux antibiotiques et depuis quelques années je me suis pris en main et je vais quand même mieux, mais j'aurais voulu savoir un petit peu de quoi peut venir cette dilatation de bronches que j'ai depuis enfant, parce qu'elle a géré beaucoup ma vie quand même. Ben bien sûr, oui. Enfin, elle a géré beaucoup ma vie, non, je l'ai gérée, mais disons qu'elle a fait partie de ma vie complète. Mais qu'est-ce que vous avez comme problème aux bronches ? Alors j'ai une dilatation de bronches, ce qui provoque des bronchites importantes très facilement, c'est-à-dire une fatigue un peu importante, ça va devenir une grosse bronchite, un rhume ne va jamais rester un rhume, ça va devenir une bronchite, une grippe va systématiquement partir en bronchite, j'ai un terrain fragile pour tout. Si je vais faire un bon repas, je vais boire 2 verres de vin. Avec la fatigue que va me causer le vin, va me causer une bronchite. Tout se rapporte avec une bronchite. Oui. Alors, parce qu'il y a plusieurs choses dans ce que vous dites, dans cette fragilité, cette sensibilité que vous évoquez. C'est pas spécialement les bronches qui sont en cause, mais c'est globalement le système immunitaire, la capacité immunitaire à faire face à une situation dans laquelle il y a au niveau organique un vécu d'agression, que ce soit à travers la rencontre avec un agent pathogène qui va être un microbe ou qui va être un virus, ou de la consommation de certains produits qui fragilisent, etc. Si par exemple 2 verres d'alcool génèrent cette réaction-là, c'est sans doute la signature que sur le plan hépatique, il y a une difficulté à assimiler et à éliminer ce toxique, entre guillemets, que peut être l'alcool. Ça, c'est la première des choses. Mais pourquoi systématiquement, chez vous, ça va se positionner au niveau des bronches ? J'évoquais tout à l'heure le fait que le poumon était en lien avec la partie du corps qui s'appelle la peau, qui est l'enveloppe qui nous protège, et qui est en fait ce qui détermine le territoire, le sens du territoire qui est le nôtre. Et donc, derrière l'énergie du poumon, il y a toujours quelque chose qui parle de notre capacité à poser des limites aux choses, à dire stop, à ne pas se laisser envahir, à être capable de se distancier d'un certain nombre de choses, à être capable de protéger son territoire vital, voire même à penser, mériter, à avoir la valeur suffisante pour mériter un territoire personnel. C'est ce que l'on va trouver derrière toutes les pathologies du stress qui sont générées, par exemple, par des environnements de travail comme les open space, qui sont des environnements qui détruisent le champ territorial de l'individu et donc le mettent en fragilité. La deuxième des choses, c'est que les bronches, eh bien, ce sont les sortes de tuyaux qui se situent au niveau des poumons et qui jouent un rôle particulier, qui sont une première entrée de l'air, de l'oxygène et du principe de vie en nous. Ça, c'est la première des choses, mais également un élément de protection. Parce que il faut savoir que l'être humain, il peut fermer, par exemple, le tuyau par lequel il se nourrit sur le plan alimentaire. Hein, ça s'appelle le sphincter œsophagien. Mais qu'en revanche, il ne peut absolument pas fermer le tuyau par lequel l'air rentre en lui. La trachée par laquelle l'air pénètre en nous, elle est maintenue ouverte par des petits anneaux de cartilage qui font qu'on peut faire ce que l'on veut. On peut se suicider en arrêtant de manger, on ne peut pas se suicider en arrêtant de respirer. Il y a un moment donné, il y a un système nerveux neurovégétatif qui reprend tout de suite les commandes. Or, les bronches, elles, ont par contre la possibilité de se spasmer, de se contracter, et c'est ce qu'on trouve derrière les bronchites asthmatiformes ou derrière l'asthme, c'est-à-dire qu'à des moments donnés, effectivement, il y a une réaction neurovégétative qui ferme ces bronches. L'inflammation de ces bronches, plus cette réaction de type spasmique, on va dire. Alors moi, si je peux me permettre, oui. Moi c'est justement la situation inverse, c'est pas spasmique, c'est dilaté.
J'y venais. J'ai beaucoup d'expectorations. Tous les jours, je forme des expectorations qu'il faut que j'évacue. Donc, je pense que ça peut être le cas qui m'a fragilisé le foie. Parce qu'évidemment, ces expectorations, je ne les sors pas tout le temps entièrement de la bouche quand je suis dans la rue, quand je travaille ou autre. Donc, je les ravale. Donc, c'est mon foie qui draine tout ça. Oui. Mais donc, je n'ai pas ce... Oui. J'y venais, c'est-à-dire que si je prenais l'exemple des bronchites asthmatiformes et de l'asthme, c'est parce que c'est connu. C'est plus facilement perçu et compris et connu. Pour ceux qui écoutent. Voilà. Et donc, vous êtes effectivement dans la situation inverse. Revenons maintenant à ce rôle que j'évoquais sur le poumon, qui est à dire la capacité à accepter que l'énergie du ciel pénètre en nous, que l'oxygène pénètre en nous. Nous sommes dans quelque chose qui, sur le plan symbolique, parle de notre capacité à accepter de nous laisser inspirer, si j'ose dire, par ce qui est le ciel, le céleste et les champs du subtil. Et lorsque on a des bronches qui se ferment, c'est parce que sans doute nous avons besoin de protéger ce territoire intérieur, mais lorsque nous avons des bronches qui se dilatent, c'est parce que nous cherchons désespérément à nous laisser inspirer par le ciel. Et le ciel, il a deux symboliques fondamentales. Il a le symbolique du subtil, et du sens de la dimension spirituelle. Peut-être que dans notre vie, nous avons du mal à trouver de la verticalité et à quitter et à sortir des contingences de la matière et du monde de tous les jours. Et peut-être que dans notre vie, et ça c'est la deuxième symbolique en lien avec le ciel, qui est la symbolique paternelle, peut-être qu'il y a eu une difficulté à étalonner et à établir un lien nourricier, un lien de relation suffisamment chaud et charnel, dans ce qui est la relation au père ou les images projetées de ce père, c'est-à-dire dans notre relation. En d'autres termes, on pourrait dire qu'Hélène n'arrive pas trop à garder les pieds sur terre et que peut-être quand vous étiez bébé, 2 ans, il y a eu un problème avec le père qui n'était pas là ou qui, enfin je ne sais pas, enfin tout ça. Est-ce que ça vous parle tout ça, Hélène? Alors non, moi j'avais un papa très près des parents, très présent, un papa très présent et très mamour, quoi, très câlinou. Donc par rapport à l'absence du père, non, il ne faisait pas un métier qui l'éloignait longtemps de nous. Donc ça me parle pas par rapport à mon enfance, oui. Et d'après vous, lorsqu'on veut parler comme ça de façon pulsionnelle et brutale et symbolique, lequel des deux parents est censé être câlinou? Alors la maman. Et voilà. Lequel des deux parents est censé représenter l'autorité, la verticalité, c'est-à-dire ce qui ordonne, entre guillemets? Plus le papa. Il a tenu cette place? Non. C'était plus maman qui portait le pantalon, comme on dit. Oui, voyez Hélène, c'est toujours pareil. Quand on a une absence ou une trop forte présence, le résultat est le même. D'accord. Et surtout, ce qu'il faut que vous compreniez là-dedans, c'est que ce n'est pas une question de bien, de mal ou de notion de valeur. C'est juste une question de la manière avec laquelle on a vécu au fond la chose, même si on n'en a pas eu conscience obligatoirement. Vous voyez, c'est un repère qui a été faussé pour vous et qui, quelque part, n'a pas encore été digéré. Donc, c'est peut-être vers ça qu'il faut aller pour aller mieux. Voyez. Il vous fait chercher ça désespérément. Et essayer de mieux comprendre en quoi ce père certainement formidable à vos yeux, et on n'a pas de doute là-dessus. Et ma maman aussi, hein. Pas que papa. Oui, d'accord. Mais voyez quand même qu'il y a quelque chose à comprendre. Peut-être que ça vous a empêché d'être vous-même. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous aviez 2 ans? Alors là, je ne sais pas. Si vous avez encore vos parents, questionnez-les. Et je ne les ai plus, malheureusement. Bon. Je ne peux pas les questionner. Moi, ce qu'on m'a expliqué quand j'ai grandi, c'est qu'enfant, j'ai fait des bronchites à chaque poussée dentaire. Et qu'après, ces bronchites sont devenues bronchites chroniques, puis dilatation de bronches. Mais ça, c'est l'analyse de la médecine allopathique. Une autre fois, on évoquera les dents. Hein, oui, on évoquera les dents, mais elle n'est pas tout à fait fausse. De toute façon, les poussées, cette vision-là, hein, les poussées dentaires, c'est la croissance de l'être, c'est quand on grandit. Eh oui, mais je crois, Hélène, que Michel vous a dit des choses à interpréter maintenant plus globalement. Et puis, comme toujours, hein, je le dis, on peut réécouter en podcast pour bien comprendre ce qui a été dit et ce que parfois on a du mal à entendre. Mais ça, c'est normal, on est tous comme ça. On fait une petite pause et puis on retrouve dans un instant Cyril qui va être avec nous après un Covid long et on verra ce qu'il a à nous dire. À tout de suite. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Michel Odoul est avec nous et on respire grâce à nos poumons bien sûr et à notre peau. Voilà, donc si vous manquez de peau, c'est peut-être le moment de nous appeler au 0826 300 300. Je suis très en forme, c'est la rentrée, hein, Oui, Michel c'est Odoul. ça. Oui, manifestement, les vacances ont été bénéfiques. Oui, absolument. Bonjour Cyril. Bonjour Brigitte et bonjour Michel Odoul. Bonjour. Alors justement, on va revenir sur la Covid, hein, forcément, qui au début a beaucoup touché les poumons. Vous avez racontez-nous, Cyril. Oui, Cyril. Diagnostiqué, vous m'entendez? Oui, on vous avait perdu, mais on vous entend, ça y est. J'ai été diagnostiqué positif à la Covid pendant 3 mois et demi. Sur la première vague, avec le virus le plus virulent, et je suis resté 53 jours dans le coma. Ah oui. J'ai fait une embolie, 4 pneumothorax par la suite. J'avais fait un peu de pneumothorax avant la mise sous sédatif, et j'en ai refait 3 qui ont suivi lors de ma rééducation. Je suis descendu à 42% de capacité respiratoire pendant mon coma, et là aujourd'hui je suis remonté aujourd'hui à 83% environ, ce qui reste totalement on va dire bon, dans le sens où on est pratiquement revenu à une capacité respiratoire qui est normale, quoi. Oui, pour la vie quotidienne, c'est bon. Voilà, malgré les nécroses. Vous avez quel âge aujourd'hui, Cyril? J'ai 50 ans aujourd'hui. D'accord, donc vous étiez très jeune, oui. Oui, j'avais 47 ans. Je sortais d'un lymphome folliculaire de stade 4 qu'on avait vaincu. Et puis, donc j'avais un cas de comorbidité, bien évidemment. Donc je m'étais confiné bien avant la date qui avait été décidée concernant ce confinement. Mais il s'est avéré que j'ai croisé une personne ou deux qui sont venus me faire des soins chez moi, puisque j'avais des défenses immunitaires qui étaient trop basses. Donc j'ai eu des soins, et c'est la peur que une personne m'a contaminé. Donc c'est un parcours derrière où on arrive en pneumologie. Bien sûr. Mais bon, aujourd'hui, vous êtes en vie, vous allez bien. Vous avez... Je suis heureux. Oui, j'imagine bien. Et j'imagine bien que. Après, bien sûr, on va donner la parole à Michel Odoul, mais quel sens vous donnez à ce parcours-là, qui quand même, vous avez frôlé la mort, et je pense que ça change un homme. Ah oui, ça change, d'autant que j'ai fait 3 récidives de lymphome vert. Oui, ça change un homme. Michel Odoul parlait tout à l'heure d'élévation, de verticalité. Oui. On y est, on est dans la résilience, on respire, tout simplement. C'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous respirez la vie avec peut-être plus de conscience. C'est ce que... Oui, et puis on se fait moins de tracas par rapport à certaines petites choses qui prenaient énormément d'importance avant, et qui créaient donc des zones de stress, qui créaient des périodes où on était soi-disant entre guillemets pas bien, alors que on n'avait pas l'image de l'importance de ce que c'est que d'être encore debout et de pouvoir avoir ses enfants, de pouvoir partager des moments avec ses amis. C'est quelque chose qui rentre après de façon beaucoup plus importante et de façon beaucoup plus incisive, on va dire entre guillemets, dans la vie. Michel, qu'est-ce que vous pourriez dire à Cyril, justement? Pas grand-chose, j'ai l'impression qu'il a compris quand même pas mal de choses. Donc, mais les auditeurs n'ont peut-être pas tout compris. Je vois pas ce que trivialement je pourrais apporter de plus sur ce qu'est effectivement, en tout cas, le champ symbolique de la capacité à réaccueillir simplement la vie en soi et à se laisser, si j'osais dire, féconder par le ciel.
et dans tous les sens du terme, et en dehors de toute connotation religieuse, quelle qu'elle soit, mais dans une notion effectivement de verticalité et de spiritualité, c'est-à-dire dans la question de l'esprit, de la question du sens de ce qu'est la vie et le vivant. Et c'est vrai que la plupart du temps, les personnes qui ont vécu des épreuves majeures, comme des comas importants, voire même de ce qu'on appelle des EMI ou des NDE, des expériences de mort imminente, eh bien, ils reviennent tous en ayant ce discours et ce propos-là, en disant, si je veux dire ça très trivialement, c'est que on s'embête, pour ne pas dire plus, beaucoup malheureusement souvent avec des futilités, des détails, et que parfois les violents coups de semonce des épreuves nous ramènent à un petit peu plus d'humanité et un petit peu plus du respect de la vie en soi. Moi, ce que j'aurais envie d'évoquer un peu mieux, c'est qu'avant que vous ayez cette problématique du Covid, vous aviez évoqué qu'il y avait un terrain pathologique qui était fragile, c'est ça ? Oui, j'ai eu un lymphome folliculaire en juillet 2019. Et donc, dû au stress, vie privée et vie professionnelle. Mais voilà la signature. Je parlais et j'expliquais tout à l'heure combien l'énergie du poumon, entre autres, pas que, puisque dans votre cas aussi, il y a évoqué la question de la circulation sanguine, mais l'énergie du poumon, c'est effectivement notre protection, notre capacité à nous protéger face au monde extérieur, aux agressions du monde extérieur, à faire face au stress induit, à faire face aux contextes qui nous mettent sous pression. Il faut savoir, par exemple, que physiquement parlant, quand nous sommes stressés, nous nous mettons en sous-ventilation, c'est-à-dire que notre respiration monte au niveau des clavicules, au niveau claviculaire, il n'y a que la zone haute du poumon qui fonctionne. Et quand nous sommes dans des stress extrêmes, de très grande intensité, nous nous mettons même carrément en apnée. Ce que rencontrent tous les sportifs des sports extrêmes, etc. Les champions de Formule 1 vous disent que les seuls endroits où ils respirent, ce sont les lignes droites. Parce que le reste du temps, ils sont en apnée. Et donc, nous, ce que nous ne savons pas, c'est que si nous sommes dans des quotidiens d'hyper-stress, eh bien, nous nous sous-ventilons. Alors, justement par rapport à ça, suite au premier lymphome que j'ai traversé, j'ai fait un centre de rééducation pulmonaire et cardiaque pour pouvoir me préparer à reprendre le travail. Et en fait, ça n'a pas été le cas puisque la Covid est arrivée. Mais par contre, ça m'a permis de pouvoir réapprendre à respirer comme un enfant. Oui. Et respirer avec le ventre. Oui, absolument. Parce que quand on arrive à la puberté, bon, ça c'est ce qu'on s'explique avec les kinés, les pneumologues qui sont dans ces centres. Quand on arrive à la puberté, on oublie de respirer avec le ventre, contrairement à des sportifs de haut niveau comme les apnéistes, etc. Et là, en l'occurrence, j'ai réappris. Ce qui m'a permis de pouvoir franchir des caps lorsque je faisais des crises qui étaient quand même particulièrement fortes, où je montais des fois à 45, voire même 50 en fréquence respiratoire. Oui, mais je pense même que c'est ce qui vous a sauvé. Ah, mais j'en suis intimement persuadé. J'en suis intimement persuadé. Maintenant, à côté de ça, je sais que moi, mon parcours, quand vous parlez de stress, etc., et de choses, mon parcours n'est pas encore terminé, puisque je dois normalement subir une greffe, on va dire peut-être fin d'année ou début d'année, pour éradiquer le côté chronique du lymphome. Et je n'ai aucun stress là-dessus. Je n'ai aucun stress là-dessus parce que je connais les tenants, les aboutissants. Je sais que je vais gagner. Tout simplement. Oui, mais vous savez, il y a quelque chose qui est induit et il va falloir appeler un chat, et etc. Maintenant, la mort, vous la connaissez. Donc il y a je l'ai battu, je l'ai convaincu. Voilà. Je l'ai même vécu, pour même aller plus loin, je l'ai même vécu pendant mon coma. Oui. C'est-à-dire que j'en ai rêvé et je m'en rappelle encore. Oui. Donc, effectivement, ça va vous permettre de sans doute dépasser l'épreuve. Et bravo, à nouveau, là-dessus, je ne vois pas ce que je pourrais bien humblement vous apporter de plus. Je pense que vous avez même là une expérience que moi je n'ai pas. Je dirais que ce témoignage, s'il peut
s'il peut conseiller, aider des auditeurs lorsque l'on m'a contacté pour voir, puisque j'étais déjà intervenu une fois sur l'antenne et qu'on avait parlé de tout cela. Donc, ce témoignage, s'il peut effectivement permettre à certaines personnes de voir les choses différemment. Oui, je crois. Et à un titre même très basique et concret, qui est que chaque fois que quelqu'un se trouve en situation de stress, il faut qu'il recalcule, qu'il retravaille le réflexe respiratoire. Je suis en stress, je dois m'arrêter, je dois respirer par mon ventre. Faites 4-5 respirations chaque fois que vous êtes en stress. Vous allez déjà faire chuter de façon extrêmement importante. Et ensuite, évidemment que votre témoignage sur le plan beaucoup plus vaste et beaucoup plus large dans ce qu'est le rapport à l'essentiel, à la vie et à la mort, est quelque chose de majeur. Et j'espère que nombreux seront ceux qui en entendront, une plus ou moins grande partie, mais qui en entendront quelque chose. En tout cas, merci beaucoup pour ce joli témoignage, Cyril. Merci beaucoup merci beaucoup. Et bravo. Merci. Justement, ce qui est important, peut-être aussi à comprendre, parce que moi, j'ai souvent aidé des proches à respirer avec le ventre, parce qu'en effet, peu de gens, enfin, il y a pas mal de gens qui. Ce qui est important aussi à comprendre, c'est que lorsqu'on respire qu'avec le haut du corps, notre diaphragme, à force, supporte moins bien les poumons, non ? Il se met en tension, puis il dysfonctionne. Il faut savoir que la respiration, c'est pas uniquement aspirer de l'oxygène, mais que quand on gonfle les poumons, le diaphragme descend. C'est ça, et qu'en descendant, il masse le ventre. Et qu'en massant le ventre, il va favoriser un certain nombre de fonctions. Alors, au-delà des questions du péristaltisme, il faut savoir qu'au niveau du ventre, nous avons avec l'intestin grêle, entre guillemets, ce fameux deuxième cerveau dont on parle, mais une zone qui est fondamentale pour ce qui est l'immunité. Et notre système immunitaire a besoin de notre respiration pour faciliter le travail qui se fait au niveau abdominal, pour faciliter et développer la vie des macrobiotes. Et vraiment, il a un rôle très, 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 très important. Le deuxième rôle important, c'est ce diaphragme. Il est en lien avec un nerf central du système nerveux neurovégétatif qui s'appelle le nerf pneumogastrique. Et ce nerf-là, qui est un des nerfs donc, du système neurovégétatif, c'est celui qui amène la capacité par la respiration à calmer l'esprit, à calmer le corps, à calmer le rythme circulatoire et à calmer le fonctionnement cardiaque, et amène la sécrétion d'un certain nombre d'hormones qui, en tant que neurotransmetteurs et en tant que hormones du confort, nous fait quitter les champs du stress, nous fait quitter les champs qui sont tous les champs immunodéprimants. Donc, respirez, apprenez à bien respirer. Il y a des tas de méthodes qui existent. Il y a bien sûr la méditation, la relaxation, le chant, le yoga, enfin des exercices la natation, de kiné. C'est très 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 important. Et si on ne transmet que ce message aujourd'hui, ce sera déjà énorme. Oui. Thomas, bonjour. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Michel. Bonjour. 3 questions intimes. Thomas, vous êtes prêt ? Et puis vous pourrez en poser une après à Michel Odoul. Alors, quand vous regardez votre pénis, quelle note vous avez envie de lui donner sur 10 ? Aïe. Je vais peut-être paraître un peu orgueilleux, mais je donnerais bien 9,5, 10. Donnez 10 tant qu'à faire, écoutez. 10 alors, très satisfait. C'est une nouvelle question que j'ai trouvée dans ma petite liste là. Je verrai si les femmes sont aussi positives que les hommes tout au long de cette année. Je crains que non, malheureusement. Malheureusement. Mais bon, je suis ravie. En tout cas, c'est une très très bonne note. Écoutez, on a envie de le voir, Thomas. Deuxième question. Est-ce que vous avez une envie ou est-ce que vous aimez pratiquer la sodomie ? Oui, j'aime. J'ai déjà pratiqué rarement, mais j'ai déjà pratiqué avec des partenaires qui étaient, je dirais, ouvertes à ça. J'aime beaucoup principalement pour. Je pense pas que ce soit le plaisir en tant que tel, mais je pense que c'est surtout le plaisir mental.
Bien sûr. Que ça suscite l'espèce d'interdiction et d'outrepasser les règles de la bienséance. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très stimulant et donc du coup très. C'est une belle réponse, absolument. Oui, il y a aussi ça. J'aime beaucoup le. Okay. Et dernière question, est-ce que vous êtes un peu tenté par le BDSM, les menottes, la fessée j'aime bien aussi. Je crois que ça a été depuis tout petit, vrai. Je crois que ça a été. Ça remonte, je crois, à mes 10-11 ans, où j'avais vu au bureau de tabac, le buraliste avait des livres et cette partie-là m'a toujours plu, m'a toujours bien tenté. Et je dois dire que j'aime bien ça. Être dominateur, pour moi, c'est quelque chose qui est très très stimulant. D'accord. Bon, écoutez, merci de ces réponses et vous pouvez poser une question à Michel Odoul, il vous écoute. Ok, merci beaucoup. Du coup, Michel, tout d'abord, mes félicitations et vraiment bravo pour ces livres que vous avez écrits. Je suis moi thérapeute et donc du coup, je m'inspire aussi pas mal de fois où, en général, sur toutes les pathologies, j'aime bien regarder votre livre, juste pour, je dis pas que c'est une vérité absolue sur 100% des cas, mais je trouve que il y a beaucoup de sens, entre guillemets, sur votre recherche et voilà, je voulais tout d'abord vous féliciter. Écoutez, merci. Vous avez bien fait de venir aujourd'hui. Oui, j'ai bien fait de venir aujourd'hui. Mais je trouve très juste ce que dit Thomas, c'est du sens en fait que vous donnez. Et c'est le but du livre, c'est-à-dire que ça n'est pas d'asséner une vérité, c'est de proposer une réflexion avec des pistes de sens, oui. Et même sur je ne sais pas si vous avez fait plusieurs ouvrages, mais déjà vous avez refait un ouvrage pour la maladie, la fibromyalgie, qui est aussi très intéressant. Et ça, donc, c'est ce qui est sorti dans la version augmentée qui est disponible. De 10 mois où tu as mal, je te dirai pourquoi. Exactement. Où j'ai évoqué effectivement des pathologies qui n'y étaient pas et qui sont des pathologies de notre monde d'aujourd'hui, comme la fibromyalgie, les apnées du sommeil, justement, puisque nous parlons du poumon. Comment ça s'appelle, les problèmes de thyroïde, la désespérance, etc., oui. Et donc votre question Ma question, voilà, j'arrive. Qu'est-ce que vous conseillez? Par exemple, on a trouvé le remède, on a trouvé donc du coup le sens qu'il y avait à la pathologie, et donc du coup, comment faire, même si la personne le sait? Par exemple, on trouve la fibromyalgie, on sait que c'est lié au sexe opposé, donc masculin. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que le simple fait de le dire à la personne, que la personne en ait conscience, parfois ça suffit pas? Est-ce qu'il y aurait quelque chose à faire que vous conseillez? Bien sûr. Alors première chose, moi j'ai jamais écrit que la fibromyalgie était liée au sexe masculin. Il y avait quelque chose comme ça, c'était pas sexe opposé ou je sais plus, je l'ai plus de tête comme ça. Mais il y a derrière la fibromyalgie sans doute le ressenti et le vécu, parce que c'est à plus de 70% quelque chose de très féminin. Le fait d'avoir un ressenti corporel, d'avoir été malmené. C'est la bannière, si j'ose dire, des fibromyalgiques, c'est « je suis roué de coups ». C'est symboliquement parlant comme quelqu'un qui aurait été roué de coups, qui sortirait du tambour du machine à laver. Et donc, ça signe fréquemment des vécus d'un rapport à des images ou à des représentations de l'autorité dans lesquels il y a eu des vécus qui ont été extrêmement contraignants ou inconfortables, voire même parfois peut-être brutaux ou violents. Mais ça n'est pas du tout quelque chose qui a à voir avec du masculin, parce que ça peut être déclenché par d'autres structures et ça n'est pas le thème ici d'aborder cette question. On va faire une petite pause et puis on va revenir avec Thomas parce que je pense que ça intéresse certainement beaucoup de gens et donc on va essayer de prendre le temps de développer. On se retrouve tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, nous sommes avec Michel Odoul, bien sûr, et nous sommes avec Thomas qui posait la question de la fibromyalgie. Oui, c'est un petit peu le problème aussi de l'interprétation de ce qu'on lit. Pour peu qu'on ait quelqu'un qui en effet a ce symptôme, on va en déduire des choses. Donc il faut encore une fois, c'est un guide, mais c'est pas un livre de recettes. Disons que mais très symboliquement, derrière la fibromyalgie, il y a une sensation, il y a un sentiment d'être malmené par le contexte de vie qui est le sien, quelle que soit la cause de ce malmenage, si j'ose dire.
En revanche, derrière votre question, à savoir à partir du moment où j'ai compris le sens. Alors, il faut voir qu'est-ce qu'on met derrière comprendre le sens. Si c'est comprendre intellectuellement, ça n'est pas très très efficace. Si c'est la compréhension du cœur, là, il se passe quelque chose au niveau biologique qui peut faciliter le fait que un certain nombre de tensions, voire de manifestations symptomatiques, se calment ou disparaissent. Mais de toute façon, nous ne sommes pas là dans la pensée magique. C'est pas parce qu'on vous a dit que telle ou telle chose pouvait avoir une origine dans tel ou tel mode de vie qu'il ne faut pas s'occuper du symptôme. Si vous avez eu un accident et que vous avez une fracture du fémur, c'est bien de comprendre pourquoi vous avez eu l'accident et qu'est-ce que ça veut dire, mais c'est aussi bien de mettre une barre de traction et de faire ce qui convient pour que le fémur cicatrise correctement. Si vous êtes en train de faire un infarctus, c'est bien de comprendre pourquoi vous faites un infarctus et combien vous avez le cœur qui est brisé ou laissé, etc. Mais c'est pas mal aussi de prendre de la trinitrine. C'est-à-dire qu'il est important de comprendre que donner du sens à ce qui nous arrive ne signifie pas ne pas le respecter et éventuellement ne pas mettre en place ce qui peut permettre de traiter la chose. Oui, il faut soigner de toute façon. Il y a des réponses. Il y a des réponses. Et par exemple, pour la fibromyalgie, une des réponses qui fonctionne vraiment bien, et il y a des protocoles spécialement pour ça, qui sont d'ailleurs enseignés notamment dans mon institut, il y a des techniques en shiatsu qui sont des techniques particulièrement efficaces et qui permettent d'aller appuyer sur les fameux points qui sont les points sensibles, qui permettent de poser ce diagnostic de fibromyalgie. Donc, il est important de comprendre que, oui, il est fondamental de donner du sens à ce qui nous arrive. Mais il est aussi fondamental de respecter ce que notre corps dit et vit, et quand il exprime une souffrance qui a un certain niveau d'importance, de s'en occuper et de l'aider et de l'assister. Donc de se faire prendre en charge. Très bien, voilà, c'était ça ma question, c'était de savoir à partir de quel moment, j'avais cité un exemple, mais j'avais pas le livre sur moi, donc je me rappelais plus très bien de la vraie signification, mais voilà, ma question c'était celle-là, c'était de quand on sait quelle est l'origine du mal, oui. Comment faire? Et donc, du coup, vous, c'est par exemple utiliser une shiatsu ou quelque chose comme ça pour remettre le corps. Voilà, l'intérêt pour moi, si vous voulez, de pratiques comme le shiatsu, c'est que ça travaille à la fois sur le corps et à la fois sur l'énergétique. Donc, on va avoir deux niveaux dans lesquels on va pouvoir envoyer des messages. Ceci étant, si vous avez quelqu'un qui a une très forte migraine, je pense que c'est bien de s'interroger pourquoi il a la migraine, mais ça peut être bien de prendre une aspirine aussi. Et d'ailleurs, quand la personne a pris l'aspirine, elle pourra réfléchir. Le problème, il est simplement quand on prend l'aspirine pour faire taire la chose et surtout ne pas réfléchir. Très bien, merci beaucoup en tout cas. Oui, je crois que... Merci beaucoup Thomas. Je crois que c'est ça qui est important à comprendre, hein, c'est que quand on a mal quelque part, d'abord il faut se soulager et en même temps... Accuser réception du message. Voilà, c'est ça. Le corps, il parle, et si on ne veut pas l'entendre et qu'on le fait juste taire en le soignant, eh bien ça risque de revenir, et ça risque même parfois de revenir un peu plus violemment. De prendre de l'intensité, voilà. Voilà, donc c'est juste ça, mais il est évident qu'il faut soigner. On n'a jamais dit le contraire. Sinon, ce serait de la pensée magique. Il suffirait de faire des incantations. Ça peut fonctionner parfois parce que le placebo, des fois, a des clés qui sont des clés tellement secrètes et puissantes que il y a des fois des choses troublantes qui se passent. Mais sinon, on serait dans la pensée magique de croire qu'il suffit de savoir ou d'avoir donné tel nom à telle chose pour que les choses changent. C'est pas toujours aussi simple que ça, d'autant plus que ce que nous sommes n'existe pas en dehors d'un contexte, c'est-à-dire d'un monde, d'une famille, d'une entreprise, d'une société dans laquelle on vit, etc. Et où il y a des composantes qui ne nous appartiennent pas. Voilà, et j'en profite pour dire qu'il faut se méfier de toute personne qui soi-disant soigne simplement par la parole et qui ne... Bon, je crois que de temps en temps c'est bien de le rappeler. Absolument. Il y a des personnes qui ont un peu l'impression qu'ils sont dans la toute-puissance et qui vont pouvoir vous soigner simplement par des mots. Non, c'est pas du tout les propos évidemment de Michel Odoul. Et puis, oui, dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. C'est un livre qu'il faut lire de temps en temps, relire. Moi, je sais que je l'avais relu il y a 2 ans, je crois, et j'avais redécouvert d'autres choses, parce que finalement, on interprète les choses aussi en fonction de son propre vécu, et c'est valable pour beaucoup de choses. Hein. Et le sens peut émerger quand il trouve un terrain fertile.
Exactement. Alors, on donnera la parole à Daniel après les infos parce qu'on est un petit peu en retard. Excusez-nous, Daniel, de vous faire patienter. Mais c'est le moment aussi de vous donner la petite devinette. Pourquoi les éjaculateurs précoces meurent souvent très jeunes? Vous allez me donner la réponse. Alors, ça n'a rien de médical, hein, je vous rassure, c'est une plaisanterie. Après les infos. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Alors, je vois que Michel Odoul, vous avez beaucoup réfléchi à ma devinette et que vous allez pouvoir me donner la réponse. Pourquoi les éjaculateurs précoces meurent plus jeunes Malheureusement, non, j'ai pas trouvé. Oui, mais parce qu'ils ont l'habitude de partir les premiers, Michel Odoul. C'est bien connu, Alors, on va continuer évidemment durant cette deuxième heure à non pas évoquer le pénis, mais pourquoi pas, hein, un peu, ça sera peut-être le propos d'un organe, un de ces jours, hein, quand même. Non, on reste sur les poumons et on retrouve Daniel, qu'on a beaucoup fait patienter. Excusez-nous, Daniel, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Michel. Bonjour. Pas de souci, je vous écoute en attendant, en patientant, c'est très agréable. Michel, je vous suis depuis très longtemps et je vous apprécie énormément pour votre cours, votre façon de voir l'être humain, la maladie. J'ai commencé à vous écouter en télévision à l'époque où vous partagiez les moments avec notre amie commune Charlotte Savreux, pour ne pas la citer. Et c'est vrai que j'aime beaucoup chez vous votre discours qui n'est pas dogmatique, vous êtes souple d'esprit. Et voilà, je voulais vous le dire parce que c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas chez tous les thérapeutes. C'est vraiment très appréciable. Et il y a une chose que je peux dire de Michel Odoul, et qui est très importante pour moi, c'est que entre ce qu'il dit et ce qu'il est, il n'y a pas de différence. Et ça, c'est très important. Voilà. Ça se ressent dans sa tant mieux si vous le ressentez. Sereine de s'exprimer. Et c'est vrai que je n'ai jamais rencontré, mais à l'entendre, je pense qu'à le voir aussi en vidéo, ça se ressent. J'ai bien fait de venir aujourd'hui. Voilà. La rentrée est bonne. Écoutez, merci vraiment, mais ça me touche beaucoup. Ça me fait très plaisir. C'est une évidence que si cela transparaît de cette façon-là, c'est vraiment que le but recherché a été atteint. Et je ne crois pas qu'on puisse sincèrement parler des domaines sur lesquels nous sommes sans avoir un profond respect, un profond amour de la vie et des autres. Et partant de là, donc, de ne pas être dans les dictates, dans les systématiques, dans les absolus et dans les jugements, bien sûr. Oui, mais c'est justement ce que j'apprécie parce que il nous arrive de voir certains être beaucoup plus dogmatiques et du coup ça ferme le discours. Hein. Effectivement, la personne en face risque de se... J'allais d'ailleurs vous poser en deuxième partie, mais je ne le ferai pas, une question sur les latéralisations. J'étais pas tout à fait d'accord avec vous sur ce sujet, mais en relisant cette partie de votre livre où vous en parlez, où justement vous interdisez d'être dogmatique et vous basez de façon empirique sur ce que vous avez constaté, c'est ce qui est tout à fait à votre honneur. Voilà, donc... Merci beaucoup, mais vous savez, cet empirisme n'est pas le mien, c'est un empirisme qui a 4500 ans de recul, qui s'appelle la médecine traditionnelle chinoise. Moi, j'ai commencé, j'avais appris aussi la même chose que beaucoup de gens, avec la latéralité droite en lien avec le masculin et la partie gauche du corps en lien avec le féminin. Et puis, je me constatais que ça ne fonctionnait pas toujours en consultation, et c'est pour ça que je suis allé chercher plus loin. Et c'est là où je me suis rendu compte que dans les fondamentaux de la médecine traditionnelle chinoise, comme d'ailleurs dans les écrits d'Annick de Souzenel dans son livre sur la symbolique du corps humain, et etc., comme dans les mécanismes biologiques du corps humain, il semblerait bien qu'au contraire, la partie gauche du corps soit plutôt en lien avec le yang, le chaud, le sang artériel et le masculin, et la partie droite avec le féminin. Mais comme vous le dites, je tiens absolument à la fin de mon ouvrage et dans ce qui est le moment où j'évoque la manière dont moi j'argumente cette position des latéralités, je dis en tout cas à minima, regardons et réfléchissons et voyons si ça fonctionne pour nous. Oui, parce que pour autant, pour ceux qui ne sont pas en accord avec vous sur ce point-là, ça fonctionne aussi. Donc, tous les champs des possibles sont ouverts. Donc, Alors, je précise pour que tout le monde comprenne bien votre discussion un peu de haut niveau, Daniel. C'est que, par exemple, si on a mal du côté droit, ça aura en relation avec le féminin, et si on a mal du côté gauche, c'est en relation avec le masculin. Et il y a des personnes qui
qui considèrent que c'est le contraire. Voilà. Cerveau droit, cerveau gauche. Voilà. Maintenant, quand on sait que le langage, ça vient du cerveau gauche... oui, mais le problème, c'est que cette latéralisation cerveau gauche côté droit du corps et cerveau droit côté gauche du corps, c'est la latéralisation qui est déterminée par le système nerveux central moteur, qui est le système volontaire. Or, ce qui est à la base, des ouvertures de la porte par le système immunitaire ou des actes manqués réussis dans les faits traumatiques et accidentels, n'est absolument pas ce système nerveux, c'est le système neurovégétatif. Et le système neurovégétatif, lui, il n'est pas croisé. Du sommet du crâne jusqu'à la plante des pieds, il distribue les informations à travers des plexus, mais toujours avec la même latéralité, droite-gauche, que ce soit du sommet du crâne jusqu'à la plante des pieds. Et donc c'est très très important Et d'ailleurs cette question elle est même tellement importante que justement dans la version augmentée que j'ai sortie dernièrement de 10 mots où tu as mal, je reviens sur le sujet et je réargumente, c'est-à-dire il y a 14 ou 18 pages qui sont consacrées uniquement à cette question-là. Et je l'argumente à travers toutes les traditions, c'est-à-dire j'utilise même à des moments donnés des enluminures du Christ en croix, j'utilise des images qui viennent des philosophies shinto, j'utilise des références à la médecine, parce qu'il y a des retournements d'ailleurs qu'on retrouve même chez le fœtus. Pendant la phase intra-utérine, le fœtus, c'est son système artériel qui véhicule le sang veineux, et c'est son système veineux qui véhicule le sang artériel, et ce n'est qu'au moment de la naissance qu'il y a des clapets qui se ferment, que son système artériel se met à véhiculer véritablement le sang artériel. Et que donc, dans ce qui est la phase intra-utérine et antérieure, effectivement, la droite, elle est masculine et la gauche, elle est féminine. Et donc, dans les problématiques psychiques ou le rêve, etc., c'est ça la latéralisation. Mais que quand on est dans l'incarné, c'est-à-dire dans le symptôme, dans la zone corporelle qui souffre, dans la zone corporelle qui est malade ou blessée, là, on est dans la phase où les choses sont dans ce qu'on appelle le ciel postérieur, le monde incarné. Et là, la droite est féminine et la gauche est masculine. Voilà, donc je crois qu'on a bien reprécisé les choses pour tous ceux qui écoutent. Merci Daniel. Alors, vous avez un petit problème au poumon aussi ? Alors en fait, je me suis intéressée à mes mots MAUX parce que depuis que je suis enfant, quand j'étais rarement malade, ma mère essayait de me coller avec tous les enfants malades pour que j'attrape quelque chose, mais ça ne fonctionnait pas. Et la seule maladie que je développais de temps en temps, c'était des bronchites asthmatiformes. Et ça m'a passé au bout à l'âge adulte. Mais aussi parce que j'ai fait cette recherche, j'ai fait des séminaires, j'ai étudié le décodage psycho-cérébro-organique, je me suis intéressée à la biologie totale des êtres vivants. Donc j'ai compris déjà, je ne sais pas si ça a été abordé au début de votre émission, j'étais en évo, j'ai pas pu écouter, mais si vous avez identifié l'émotion mère qui dirige les poumons, qui serait la tristesse donc. Oui, voilà. On en a parlé bien entendu. Sûr. Et c'est vrai que en y étudiant mon propre cas, déjà j'ai identifié le fait que j'étais une enfant non désirée, en questionnant ma mère, que ma mère a pleuré pendant toute sa grossesse parce qu'elle avait perdu son frère. Donc en fait, ma construction s'est imprégnée de tristesse en quelque sorte. Oui, c'est le sens que vous avez pu mettre à votre symptôme. Oui. C'est ça. Après, au travers de ce que j'ai pu apprendre sur le décollage biologique, l'asthme en particulier, pour parler vulgairement, c'est un peu la personne qui respire pour deux. Et c'est vrai que j'ai ce souci extrême de l'autre, très protecteur, très, très soucieux de faire attention aux gens que j'aime. Donc récemment, j'étais encore dans une relation où j'étais très protectrice. Cette relation n'est plus d'actualité et je n'ai plus d'asthme, curieusement. Donc effectivement, je pense que selon l'état émotionnel que nous vivons, notre corps s'autorégule en quelque sorte. Et nous explique, enfin nous donne des indications sur ce que nous devons travailler de nos émotions, de notre façon d'aborder la réalité, l'autre et soi-même. Peut-être prendre soin de soi à un moment donné plutôt que de l'autre, à l'excès, se sacrifier pour l'autre en quelque sorte. Oui, donc,
Oui, c'est ce que j'évoquais en début d'émission avec la notion de territoire que représente l'énergie du poumon et la valeur qu'on se donne, qui nous permet d'envisager qu'on puisse en avoir un. Ceci étant, dans ce que vous évoquez, vous, dans votre histoire, on peut y faire une analyse qui est une analyse très basique et simple, qui est un très, très grand classique. Quand quelque chose se spasme dans le corps, eh bien, ça signifie qu'on est dans une rétractation. Alors, le spasme, ça peut être un spasme au niveau vasculaire, ça va donner la crocyanose au niveau des mains, par exemple, et des pieds, ou ça peut être un spasme au niveau pulmonaire et bronchique, et ça va donner les bronchites asthmatiformes ou l'asthme. Mais que dans les deux cas, on est dans une question et une notion qui est une notion de territoire, qui est une notion de territoire qu'on rend le plus restreint possible, parce qu'on est dans une stratégie... comment on pourrait appeler ça ? Surtout ne pas faire de vagues. Parce qu'on est dans une conscience qui est le complexe du survivant. On a l'impression d'occuper une place qui n'est pas la sienne. On a l'impression d'être là et d'être un intrus. On a l'impression d'être quelqu'un ou d'être quelque chose qui, s'il fait des vagues, risque d'être rejeté parce que déjà, par sa simple présence, il a peut-être fait souffrir. Et il y a donc ce niveau de rétractation qui peut exister tout à fait au niveau pulmonaire et au niveau bronchique. Voilà. Merci Daniel en tout cas de votre appel et puis on va continuer bien sûr avec vous. Vous nous appelez si vous le désirez au 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous continuons à évoquer nos poumons et je pense qu'on a déjà dit l'essentiel, je crois, à Michel Odoul, mais on va continuer bien sûr avec vous et vous pouvez vous aussi réagir si vous le désirez au 0826 300 300. C'est vrai que j'ai pas beaucoup cité votre livre, c'est surtout les auditeurs. Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi, qui est ressorti récemment en version augmentée aux éditions Albin Michel. Caroline, bonjour. Bonjour Brigitte et bonjour à Michel Odoul. Bonjour. Et comme beaucoup d'invités, je suis vraiment ravie de participer à cette émission-là. Parce que je suis adepte de la vision que vous avez, Monsieur Odoul, concernant la maladie et les symptômes. Pour éviter justement peut-être des fois la maladie. Comprendre adepte est un grand mot. Adepte est un grand ouais, je suis absolument convaincue. Moi, aujourd'hui, dans cette toux que j'ai, par exemple, je trouve qu'on la minimise un peu, alors que je trouve que la toux, elle ne devrait pas être minimisée, surtout quand elle se met en état chronique. Et... Oui, c'est pas anodin de tousser, surtout si on tousse beaucoup et tout le temps. Oui, absolument, vous avez raison. Voilà. Et alors, après, on va donner en médecine moderne ce qui va faire bien qui est bien chimique et qui va pas forcément à l'origine du problème. Donc moi, on voudrait là me traiter avec, je crois que ça s'appelle Sambucor ou ça ressemble un peu à ces turbualeurs de cortisone. Moi, je veux pas en prendre. Donc je suis ravie de participer à l'émission pour essayer justement de comprendre pourquoi j'ai cette espèce de toux. Et ce qui est assez surprenant dans cette toux, c'est qu'elle va plutôt se manifester. Alors, elle est sous-jacente, je vais dire, elle est quasiment tout le temps. Mais si jamais j'ai un éclat de rire ou que je me mets à parler fort dans une discussion, soit parce qu'il y a du bruit, soit parce que je vais parler de manière un peu passionnée et que je suis obligée de monter et de tirer un peu sur tout ce qui est corde vocale, je vais avoir des quintes de toux importantes. Et ça a commencé depuis un an et demi à peu près. Et je ne comprends pas pourquoi. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé il y a un an et demi? La première fois qu'il s'est passé quelque chose, c'est une bronchopneumopathie. Et c'était en 2019, sur une surcharge de travail, sur un poste pas adapté. Et il y a un an et demi, c'était à Noël, et j'ai fait un peu une rechute. Et donc j'avais appelé mon médecin qui ne pouvait pas se déplacer. Du coup, j'ai appelé le SAMU, il m'a dit vous appelez le SAMU. J'ai appelé le SAMU, et le SAMU m'a dit c'était aux périodes de Noël, c'est ça, on est surchargé. En fait, était vacciné? J'ai dit non. Et on m'avait fait la remarque sur un ton un peu, voilà, pas vacciné. Nous, on a d'autres urgences pour le moment. On va gérer les vaccinés. Donc, en gros, vous vous débrouillez. Oui. Alors, là, sur cette question-là, moi, je n'aurais pas de réponse particulière à donner. Sur ce qui est, en revanche, ce que vous exprimez,
Il est toujours très très intéressant de voir dans quelles circonstances et dans quel contexte les symptômes émergent et apparaissent, ou dans quel contexte ils sont aggravés. Ce qui est intéressant dans ce que vous avez dit, c'est que les quintes de toux émergent et apparaissent quand vous riez ou quand vous vous exprimez trop fort. Et là, je crois qu'on a quand même des clés assez intéressantes. Et la deuxième des choses, c'est que les premières émergences de ça ont été en lien avec un moment ou un vécu sur le plan professionnel, qui a été un moment ou un vécu dans lequel vous avez eu l'impression d'être un peu sous pression, voire même, effectivement, qu'on vous demandait trop, que vous tiriez sur la corde, et que vous vous êtes sans doute peut-être à l'époque interdit de dire stop ou de dire non, parce que l'énergie du poumon, c'est aussi celle qui pose les limites. La dernière des choses intéressantes, qui est quelque chose qu'on ignore la plupart du temps, mais qui est pourtant très important à prendre en compte, c'est que beaucoup de quintes de toux peuvent être générées, non pas par directement un état inflammatoire ou enflammé, en tout cas des bronches, mais peut être généré par des remontées acides au niveau de l'estomac et qui génèrent une espèce d'excitation au niveau de la sortie de l'œsophage. Et que, d'ailleurs, ces quintes-là, en général, ces moments et ces besoins de tousser sont calmés lorsqu'on boit un petit peu d'eau ou on se boit une petite boisson à ce moment-là, et la quinte de toux peut se calmer. En tout cas, ce que ça nous dit, parce que l'énergie de l'estomac, c'est celle qui nous permet de gérer la matière, que peut-être bien que tout ça a commencé à émerger dans un contexte professionnel dans lequel vous étiez sous pression. Vous n'aviez plus, entre guillemets, le droit de rire, c'est-à-dire vous n'arriviez plus à trouver d'espace de détente ou de relâchement, que l'intensité et la tension étaient permanentes, et que petit à petit, vous vous sentiez de plus en plus enfermé, opprimé et oppressé dans ce champ-là. Ça me parle beaucoup. Ça me parle beaucoup. Ben oui. À cette époque-là, j'ai eu 2 mois et demi d'arrêt. Puis après, on a fini l'année 2019. J'ai quand même fait un centre de réadaptation du souffle. Je me suis vraiment régalée. C'était vraiment un moment où j'avais l'impression de bien récupérer. Et puis est arrivé le Covid. Et bon, là, on est rentré de nouveau dans une... Je suis une personne, oui, en maladie auto-immune. Et donc, c'est vrai que j'ai été de nouveau mise à part à ce moment-là avec le Covid. Puis avec le confinement, à nouveau, la sensation d'oppression, avec la fermeture, avec l'interdit d'aller dehors, de sortir. C'est-à-dire que on a vécu là une époque dans laquelle, effectivement, la manière avec laquelle notre société pensait réguler les choses, etc., a eu des effets délétères plutôt lourds au niveau pulmonaire. Alors, je ne sais pas ce qui est bien ou pas bien, ou etc., mais en tout cas, le constat, il est là, et que, voilà, vous en avez vécu une aggravation, en tout cas des symptômes qui étaient les vôtres. Donc, il faudrait que je traite aujourd'hui, en fait, plus l'estomac que je m'inquiète pour le poumon. Puisque c'est vrai que quand je suis chez mon médecin et qu'il m'ausculte, il me dit toujours que le poumon, ça va. Alors que moi, cette toux, elle est chronique aujourd'hui, et c'est vrai que c'est plus dans les moments, comme je vous ai dit tout à l'heure, là, qu'elle apparaissait. Oui. Mais vous savez ce qui se passe quand on rit ou quand on essaye de monter la voix, etc. Toute la sphère abdominale se contracte. La sphère abdominale se contracte, donc il peut y avoir une poussée au niveau de la zone stomacale, et il peut y avoir d'infimes remontées d'acidité gastrique et d'acidité post-digestive qui peuvent générer ces quintes de toux. D'ailleurs, un des points clés en médecine traditionnelle chinoise pour traiter la toux et les quintes de toux est un point qui se situe sur le méridien de l'estomac, et qui est un point qui se situe au niveau de la gorge. Donc je pense qu'effectivement, vous pouvez regarder ça. Peut-être qu'il y a peut-être une alimentation un peu acide, peut-être... Et cette acidité, en plus de l'estomac, dernière chose, elle est souvent liée au fait qu'on rumine et on ressasse des choses, et que l'effet digestif durant trop longtemps, et bien entendu, l'acidité augmente. Peut-être que vous n'avez pas encore digéré cette période où vous avez été obligé de vous taire et que vous ne pouviez pas rire, quelque part. Donc c'est peut-être un petit travail à faire aussi là-dessus. Et puis je pense que ça devrait passer assez rapidement. Non, mais j'avais pas mis ça du tout sur ce compte-là. J'avais mis plutôt que le fait vu que le poumon c'est l'organe de la tristesse, et que quand je m'exprime et que je ris, c'est là que la toux s'exprime. Je me suis dit il y a un pendant avec il faut que la joie t'envahisse à nouveau pour peut-être faire dégager cette tristesse, quoi.
Voilà, j'avais pensé à ça. Oui. Mais vous êtes certainement encore un peu triste de ce que vous avez dû traverser. Ça n'a pas été facile depuis 2019, donc ça, c'est pas faux non plus. Hein. Mais en effet, il faut digérer. Mais il faut dépasser la tristesse qui est devenue un regret. Je pense qu'il y a au fond, au-delà de la tristesse, plutôt un regret de ne pas avoir réussi ou de ne pas avoir fait ce que vous vouliez de votre vie, et que vous en faites un constat qui peut-être a des raisons d'être, mais qui n'est pas définitif et terminé. C'est-à-dire, il n'est jamais trop tard pour que des choses puissent bouger, évoluer, pour que vous puissiez réaugmenter le champ respiratoire que vous avez dans votre vie, et sur la manière avec laquelle vous allez pouvoir faire évoluer la façon dont vous vous nourrissez de cette vie. Voilà, Caroline, je crois qu'on vous a donné pas mal de réponses. Hein, maintenant, à vous de vous prendre en main. Merci en tout cas, merci de votre appel. On fait une petite pause, on se retrouve pour le Love Conseil. Je vais vous parler du cycle féminin, et puis on va tester un jouet intime, et puis on va évidemment vous redonner la parole sur Sud Radio au 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors la semaine dernière, nous faisions une émission sur les règles avec Christian Jamin, gynécologue, et ça m'a donné l'idée de rappeler le cycle féminin, et vous aurez certainement des choses à dire intéressantes pour ceux qui nous écoutent. C'est vrai que, au fil du cycle féminin, hein, qui normalement dure 28 jours, les hormones n'ont pas tout à fait la même importance. Et donc, il y a des comportements qui changent au fil de ces 28 jours. Donc, je vais vous donner un petit peu une généralité. Hein. Après, bien sûr, c'est toujours du cas par cas. Bref, du 1er au 7e jour du cycle, la femme se sent particulièrement en forme et part à la conquête du monde. Du 8e au 14e jour, c'est la période durant laquelle elle se sent la plus attirante. Elle est sûre de son pouvoir de séduction, et c'est une période idéale donc pour faire l'amour, puisque c'est aussi le moment de l'ovulation, donc de la possibilité de procréer. Hein. J'aime bien ce terme parce que ça fait penser à la création, et c'est vrai que on sait que la création et la procréation, il y a quelque chose de symboliquement identique. Ensuite, du 15e au 21e jour, c'est nettement moins encourageant, c'est voire même un découragement qui peut envahir certaines femmes. Ce n'est pas la bonne période pour entreprendre des choses nouvelles. Pensez plutôt à la tendresse que notamment aux prouesses sexuelles. Et enfin, la dernière partie du cycle, donc du 22e au 28e jour, les femmes sont souvent très sensibles. Elles peuvent pleurer pour pas grand-chose, prendre un mot de travers. Donc, mieux vaut éviter de rentrer dans une discussion importante parce que forcément, ça ne sera pas vécu de manière très neutre. Voilà ce que je peux en dire. Qu'est-ce que vous avez envie de rajouter, vous, sur Michel Au-delà Ledoux ? de rentrer dans ce qu'est l'analyse énergétique à travers ce que sont les énergies qui sont à la base du cycle féminin, on peut tout simplement constater une chose qui est un grand archaïsme, c'est que le cycle féminin, c'est le cycle lunaire, et que, il se passe la même chose dans avec les dimensions agricoles, avec la lune montante est toujours très favorable à l'émergence et à la poussée de très belles plantes. Et on dit d'ailleurs qu'il vaut mieux planter à la lune montante. Et la lune descendante est quelque chose qui est beaucoup plus destiné à la poussée des plantes qui sont en terre et en profondeur. Que la lune montante est sans doute la phase effectivement qui est la phase de l'expansion et du développement. D'ailleurs, dans les pays extrêmes orientaux, que ce soit en Inde, en Chine ou au Japon, on évite de signer des contrats en dehors de la lune montante. Quand on veut qu'un contrat soit bénéfique, parce que on pense que cette énergie lunaire, qui est l'énergie de la puissance féminine, c'est l'énergie de la puissance la plus totale. Donner la vie, il n'y a pas plus grande puissance que la vie. Il faut que les femmes ne perdent pas de vue qu'elles ont cette force et cette puissance que les hommes n'ont pas. Les hommes sont capables de féconder, mais ils ne sont pas capables de créer, de fabriquer, de donner la vie. Et que cette phase, la première partie de la lune montante, correspond à cette phase et que le cadencement des 4 fois 7 jours est quand même un clin d'œil extrême, qui est ce clin d'œil avec tout ce que sont les grandes symboliques, et notamment la symbolique de Saturne. Voilà, donc c'était pas mal de rappeler ça comme ça de manière très symbolique, mais on sait très bien que je trouve d'ailleurs qu'on est dans un monde un peu trop réel, et que c'est bien de temps en temps de rappeler l'importance du symbolique pour comprendre les choses. Voilà. Mais c'est la nourriture de l'esprit et de l'âme, le symbole. Exactement. Bonjour Isabelle.
Bonjour Brigitte. Alors vous avez reçu ce jouet qui s'appelle Rabbit Every Girl Rock Off de la marque, alors c'est une nouvelle marque, je ne connaissais pas, 5668, tiens. Bon. Et on le trouve évidemment sur l'enseigne ruedesplaisirs.com. Il est tout noir, il est assez joli. Alors le Rabbit, bon, je crois que maintenant tout le monde. Alors il existe aussi en rose et en bleu. Hein. Moi, je sais pas quelle couleur vous l'avez reçu, Isabelle. Noir. Noir aussi, d'accord. Voilà, donc un Rabbit, donc il y a 2 appendices, hein, un pour le vagin, l'autre qui stimule le clitoris. Voilà. Qu'est-ce que vous avez envie d'en dire, Isabelle? Eh bien, c'est un très bel objet déjà, et puis qu'il est très très doux et très facile d'utilisation, et qu'il m'a vraiment permis de me découvrir davantage. J'ai été vraiment surprise. Je n'avais jamais utilisé de Rabbit. Ouais, avec une double stimulation, et oui, ça m'a renseigné, sur énormément de choses de moi. La LED, il y a une petite lumière à la base. Pour à chaque fois quand ça change de rythme, etc. Oui, comme ça on le retrouve dans la nuit, hein, si jamais on l'a perdu dans les draps. Voilà, c'est jamais on le perd. C'est rigolo, oui, c'est vrai. Ouais, c'était assez drôle. Après, il est aussi waterproof, et ça, je ne l'ai pas utilisé sous la douche ou encore, mais pourquoi pas à l'occasion. Mais c'est un très bel objet que j'ai beaucoup aimé, vraiment. Et je le conseille vivement. Je pense, ouais. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, je le signale parce que j'ai souvent tendance à critiquer les vibrations. Ce qui est bien, c'est que la première vibration n'est pas forte. Il y a évidemment beaucoup de sortes de vibrations, hein, mais la première, elle est correcte, donc c'est bien aussi. Il y a évidemment une vibration pour le pénis, si je puis dire, et puis une vibration aussi pour la petite languette qui stimule la vulve. Franchement, moi j'ai toujours été j'ai toujours trouvé que le Rabbit était important, intéressant. Moi, j'ai rien contre les objets qui sont pour des stimulations clitoridiennes, mais je trouve que surtout pour les femmes qui par exemple sont célibataires, c'est important de continuer à faire fonctionner le vagin. Il ne faut pas le laisser s'endormir, parce que tout organe qui ne fonctionne pas, Michel Odoul, peut s'atrophier, enfin peut s'endormir trop. Oui, voilà. Donc voilà. Et là, franchement, les vibrations sont assez sympathiques. Et alors, ce que je n'avais pas remarqué, Isabelle, c'est que les couleurs changent en fonction des vibrations. C'est rigolo. C'est ça. Ouais, c'est rigolo. Oui, c'est ça. Ouais. C'est un gadget, hein, mais c'est rigolo. Mais c'est différent, ça change un peu des sextoys classiques, et ça lui donne une petite touche un petit peu plus moderne. Et effectivement, voilà, on peut voir la vie en vert, en rouge, en jaune, en bleu. Non, franchement, sincèrement, Michel, c'est un très bel objet. Regardez. Écoutez, esthétiquement comme ça, oui. Pour le reste, je suis pas très compétent. Non, mais je sais bien, mais c'est beau, c'est agréable, c'est. Ah oui, puis c'est quand même, oui, il y a une. Il y a de l'énergie. L'intensité aussi. Il y a de l'énergie. Oui. Complètement. Et je voulais juste rajouter que il n'y a pas de pile, et c'est une charge USB. Voilà, on peut le recharger comme son téléphone, hein, tout simplement. Voilà, c'est tout à fait ça, et c'est bien, je trouve, pour l'environnement. Enfin, voilà, c'est un petit mais ça n'existe plus, les sex à piles, Isabelle. Elle était facile, hein, je reconnais. Elle était facile. Non, mais franchement, moi je le donnerais volontiers 10 sur 10, mais c'est vous qui donnez la note, hein, Isabelle. Ouais, pareil. Il a détrôné mon womanizer, oui, j'avoue. Ah bah oui. Pourtant les femmes aiment bien les womanizers, mais moi je trouve que c'est, à mon avis, enfin les deux sont complémentaires, on va dire. Allez. Les deux sont différents, mais il m'a apporté la stimulation vaginale en plus, et voilà. Et ça m'a renseigné sur des sensations que j'avais pas vraiment, dont j'avais pas pris conscience en fait. Voilà. Et ben maintenant vous êtes un peu plus prête pour mieux ressentir votre vagin, et c'est ça le but, hein, du Rabbit, hein, de toute façon. C'est aussi l'intérêt du Rabbit, c'est aussi de faire comprendre aux femmes le rapport qu'il y a entre le fameux point G et le clitoris. Et c'est quelque chose sur le plan anatomique que le Rabbit permet de découvrir souvent. Ouais, c'est un incontournable, je pense, vraiment, à avoir. Et ben voilà, donc ce Rabbit Every Girl Rock Off de la marque 5668, vous pouvez aller voir à quoi il ressemble, et éventuellement vous le procurez. Vous allez sur ruedesplaisirs.com. À mon avis, ça va chauffer, hein. Merci beaucoup, Isabelle. Merci beaucoup. On continue avec Michel qui est avec nous. Bonjour Michel. Joli prénom.
Bon, ben merci. Effectivement. Brigitte, bonjour. Michel, bonjour. Merci pour vos émissions, Brigitte, que je suis depuis plusieurs années, lorsque vous étiez déjà sur une station précédente. Dès que je peux, ou alors je l'écoute le soir, et je crois que vous faites beaucoup de bien autour de vous. Merci. Vos explications sont claires. Vous avez des invités de qualité. Exceptionnels. Oui, vraiment, on apprend beaucoup. J'ai déjà entendu Monsieur Odoul parler, donc je voulais le contacter. Eh bien, il vous écoute. Voilà, donc ça tombe bien parce que c'est en plein dans mon sujet. Je suis asthmatique. Je me suis retrouvé d'ailleurs dans les témoignages de Cyril et Daniel, hein, je crois. Et parce que, bon, je suis asthmatique, mais cet asthme va se déclencher seulement après un coup de froid et par le biais d'une bronchite asthmatiforme. Mais très rapidement, même si le coup de froid est léger, et ce coup de froid, je peux l'avoir même en plein mois de juin, vous voyez. Ça m'est arrivé d'ailleurs. Donc maintenant, j'ai un traitement de fond depuis 4-5 ans. J'ai découvert que j'étais asthmatique, comme j'ai découvert aussi que j'étais allergique, avec des allergies tout à fait classiques, hein, à l'âge de 25 ans. Donc je dirais peut-être un peu sur le tard, parce qu'auparavant, j'avais jamais ça. Quand j'étais ado, absolument jamais. Sauf que, est-ce qu'il y a un lien? Je ne sais pas. Je vis dans la région parisienne. Un climat que j'ai appris à détester, parce qu'évidemment, c'est un climat atlantique, donc assez pluvieux. Enfin, ça va changer maintenant, espérons. Enfin, et je me payais, quand j'étais ado, 1 à 2 angines par an, en hiver. Au moins une. Donc ça m'a fatigué. Je rêvais de climat chaud, sec, de désert, voilà. Et j'ai découvert donc, en allant voir un ophtalmo, que j'étais allergique à 25 ans. Et 2-3 mois après, j'ai fait ma première bronchite asthmatiforme. Je me demandais ce que c'était. Je n'arrivais pas à la soigner, cette bronchite, par des antibiotiques. Et je suis parti en vacances à Sri Lanka, en l'occurrence. Je suis arrivé là-bas à un moment, sur la côte ouest où il y avait la mousson. J'ai perdu ma voix. Et j'ai tout retrouvé quand nous nous sommes enfoncés à l'intérieur des terres et quand nous avons retrouvé un climat chaud et sec. Là, j'aurais pu rester sur place, épouser une charmante jeune Singalaise, mais réellement, j'en ai même eu l'idée, et rester sur place. Le problème, voyez-vous, c'est que premièrement, ça me tient depuis 40 ans, puisque j'ai 66 ans. J'aimerais comprendre quel a été l'élément déclencheur, même si j'ai une petite idée. Je pense que j'étais sous pression dans un environnement néfaste et toxique au travail. Mon entrée sur le marché du travail était plutôt chaotique. Je suppose que ça... je crois beaucoup aux interactions entre le corps et l'esprit. Je fais du yoga et je fais du chant. Donc, le problème, c'est que quand j'ai une crise d'asthme, je perds ma voix complètement. Ma voix est cassée, ma voix est en retrait, elle est en arrière. Je n'ai plus de grave. Je suis out complètement. Et heureusement que depuis 4-5 ans, j'ai un traitement de fond. Alors à base de pchit, de Symbicort, vous voyez, le matin et le soir. Et puis s'il y a une crise, j'ai des pilules de cortisone plus fortes. Et puis j'ai des antibiotiques assez puissants. Mmh. Voilà. Et ça, bon, on voit que là, quand même, ça fait des années que vous trimballez ça. Peut-être que vous avez trouvé votre sauveur. On va savoir ça dans un instant. On fait une petite pause et puis Michel Odoul, vous allez répondre à Michel, évidemment, qui est avec nous. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Alors Michel nous a évoqué sa problématique depuis l'âge de 25 ans et je crois qu'il en a dit beaucoup déjà, Michel Odoul. Qu'est-ce que vous avez envie de lui poser comme question ou de lui répondre déjà ? Il y a déjà pas mal d'informations qui ont été données par Michel. Quel beau prénom quand même. Hein. Oui. Et tout d'abord, effectivement, les périodes d'âge. Et le contexte de vécu, il est bien évident que dans ce qu'est la question de l'asthme et de la bronchite asthmatiforme, cette fermeture des bronches, c'est effectivement la fermeture à un monde extérieur qui nous presse ou nous oppresse et qui donne ce sentiment d'oppression. D'où l'amélioration quand on est dans un environnement qui est chaud et sec, c'est-à-dire dans lequel on sent que le monde qui nous environne est là pour nous donner de la chaleur.
Et quand vous parliez de ce climat atlantique, donc dont la caractéristique, bien entendu, c'est un peu plus de fraîcheur et d'humidité, on peut s'interroger et on peut avoir envie de vous poser une question qui va être très brutale, basique, violente et première. Et si je vous demandais de me parler de votre père et de la manière dont vous avez pu partager l'amour? Mon père était très proche de moi, très sentimental. Il exprimait mieux ses sentiments que ma mère. Et mon père d'ailleurs, qui était né en 1917 et avait eu une éducation avant la guerre, et dans un pays très traditionnaliste d'Europe de l'Est, donc il transportait tout ça avec lui, ainsi que son exil. Mon père avait dit... Son exil, donc son éloignement et sa solitude. Tout à fait. Son exil. D'ailleurs, sur les photos, il était toujours triste. Comme dans le désert. Moi, je ne serais pas triste dans le désert, mais... Non, parce que ça vous permet de retrouver votre père. Je vois ce que vous voulez dire. J'aurais pas pensé à ça. Mais c'est vrai. Ouais. D'ailleurs, ça fait monter une émotion en moi. Je pensais pas que... On l'entend, oui. Je pensais pas à ça. Mais au contraire, accueillez-la. Au contraire, accueillez-la. C'est elle qui va réouvrir les portes. C'est elle qui va vous permettre de prendre conscience à quel point vous aviez un lien d'amour fort et profond, et que ça n'est pas parce que vous avez rencontré des représentations du masculin ou de l'autorité qui étaient dans la position inverse et totale, et que l'entrée dans le monde du travail et la pression que vous y avez vécue, puisque c'est à 25 ans que les choses ont rebasculé, ça n'est pas que ça. Et que ce père, vous pouvez le retrouver, et vous pouvez le respecter, et vous n'avez pas besoin pour ça de vous mettre dans un état physique dans lequel la seule façon de retrouver le bien-être, c'est d'aller vers le désert, la solitude et la chaleur. Ce désert qui a été le sien est un désert dans lequel vous avez occupé une place majeure. Ah oui, tout à fait, c'est vrai. Tout à fait, oui. Mais j'ai pas fait le lien jusqu'à maintenant, c'est étonnant, oui, effectivement. Mais ce qu'on peut comprendre aussi, Michel, je me permets une petite interprétation. Vous, si ça vous parle, c'est tant mieux. Sinon, c'est que c'est pas bon. Peut-être que votre père ne vous avait pas armé justement pour faire face à ces figures masculine, d'autorité, etc. Et que c'est peut-être ça aussi qu'il faut que vous arriviez à intégrer aujourd'hui. Oui, Évidemment sans renier tout l'amour que votre père vous a donné et il a été pour vous, mais quelque part ça n'a pas été le bon repère pour vous pour lutter, si je puis dire. Je vois ce que vous voulez dire. Pourtant, mon père, quand j'étais petit, je l'ai vu en colère, des colères qui marquent. Pas spécialement contre moi d'ailleurs, mais bon. Mais vous avez peut-être raison, oui. En tout cas, je pense aussi que oui, mais vous savez, on s'affirme et on pose ses limites, pas en étant en colère. Ouais. En restant droit et clair. Ouais. Il est toujours vivant ? Non, malheureusement, il est parti en 2006. Ça a été un choc, bien sûr. Qu'est-ce que vous auriez aimé lui dire à ce moment-là ? Je sais que j'ai jamais pensé autant à lui que lorsqu'il est parti, parce que c'est le retour du bâton après un décès, et qu'il me manquait énormément. Et je sais qu'une fois... Bon, quand il était très malade, il est mort d'un cancer de la prostate. Il m'a dit une chose touchante, parce que je m'occupais de lui. Bon, ma mère était là encore. Et il m'a dit, t'es mon frère. Et je lui ai dit, non, je suis pas ton frère, je suis ton fils, et c'est très bien comme ça. Sauf que vous êtes un petit peu son frère quelque part, parce que vous continuez à porter une partie de lui-même. Oui, sans doute, oui. Sans doute, oui. Oui, non, mais c'est important parce que quelque part, quand il vous dit tu es mon frère, il se donne pas la place qu'il doit avoir et il vous donne pas la place que vous pouvez avoir, c'est-à-dire d'être son fils. Oui, mais enfin, il exprimait simplement sa reconnaissance. Oui, j'entends bien, bien sûr. Non, mais c'était une parole d'amour de sa part. Je ne suis pas en train de dire le contraire. Je ne suis pas en train de dire que c'était une parole d'amour pour vous, bien sûr. Mais c'est important
comment vous du coup, vous l'interprétez? C'est-à-dire, vous voyez ce que je veux dire quand il vous dit ça, c'est tout ça qu'il faut que vous arriviez à vous remettre les choses à leur place, si je puis dire. Je pourrais vous aider avec un travail symbolique, et écrivez une lettre à votre père et dans laquelle vous mettez tout le ressenti qui est le vôtre et ce que vous auriez aimé peut-être lui dire un peu plus profondément. Et une fois que ce sera fait, vous la relisez, vous la signez et vous la brûlez. Et peut-être que le message ira au ciel, là où il est en ce moment, et où il a besoin de voir quelqu'un qui respire à plein poumon. Oui, certainement, oui. J'ai toujours cherché à respirer mieux dans une pratique du yoga ou par l'exercice du chant. Alors c'est peut-être pas un hasard non plus, je sais pas. En tout cas, c'est une bonne voie. Oui. Et puis le chant, ça touche nos émotions et ça touche notre part d'enfant qui est en nous. Donc c'est très bien. Hein. Est-ce que vous aimez, parce que vous pourriez énormément vivre des moments d'une très grande intensité si vous écoutiez un petit peu de temps en temps des chants grégoriens russes? Oui, disons que c'est... Enfin oui... orthodoxe, plutôt, pardon. Oui. Je comprends. Je ne serais pas allé spontanément vers cette musique qui me semble extrêmement solennelle, mais on retrouve dans les chants grégoriens avec le Om, etc., ce qu'on peut trouver en yoga avec le Om, entre autres. Dans le yoga des sons, oui, absolument. Dans le yoga des sons, voilà, il y a des voyelles qui vous régénèrent, les voyelles du feu, et je les ai utilisées aussi quand j'étais extrêmement fatigué et un peu sous pression, parce que je m'occupais de ma mère en fin de vie, et ça me régénérait quand même, effectivement. Oui, absolument. Vous savez, le chant grégorien, les chants orthodoxes, les chants mongols, le kototama japonais sont autant de pratiques de son qui sont absolument régénérantes et qui sont articulées autour d'une vision qui est une vision archétypique et commune de ce qu'est la vie, de ce qu'est l'énergie, de ce qu'est le souffle de vie, parce que les sons, pour être prononcés, obligent à faire appel au souffle de vie et donc notamment à ouvrir ses bronches. Mais voyez, Michel, j'entends, vous êtes bien occupé de votre père comme un frère, vous vous êtes beaucoup occupé de votre mère, il est peut-être temps de vous occuper de vous. C'est ce que je me dis, c'est pour ça que vous avez appelé, c'est bien. Merci. Parce que je me dis, j'aimerais désamorcer le truc. J'ai un de mes amis avait suivi des stages en PNL et il m'a un peu parlé de la PNL. Donc je me dis, on peut faire peut-être comme en PNL et essayer de décortiquer tout ça et de trouver la cause, d'essayer de désamorcer, vous voyez. Donc, mais le fait d'en parler comme nous le faisons m'aide considérablement, oui. En tout cas, vous avez eu une émotion forte qui n'est pas anodine, parce que là, vous avez entendu par le cœur, comme on l'a dit tout à l'heure. Je ne sais plus avec qui. Donc, c'est quand le cœur entend, que tout est possible. Et organiquement, c'est vasodilatant, et donc c'est aussi dilatant pour les bronches. Donc ça réouvre. Voilà, donc c'est peut-être intéressant de réécouter, et puis vous entendrez à quel point votre cœur s'est ouvert à ce moment-là. Voilà, le chemin, il est là. Je crois que vous avez compris l'essentiel. Oui. Merci beaucoup. Merci. Non, c'est nous, Michel. Merci à vous. Merci de votre confiance. Continuez comme ça. Non, on va continuer autrement. Le mois prochain, je crois qu'on abordera... De mieux en mieux. Et on abordera un autre organe. Et je voulais particulièrement remercier les auditeurs aujourd'hui parce que ils ont été très fidèles au sujet du jour. Et je trouve ça sympathique parce que du coup, même ceux qui n'ont pas de problème au poumon, je pense, ont réellement pu prendre toutes les informations qui concernent notre... Parce qu'avec ça, il y a une réconciliation avec ce qui est la cohérence d'un corps qui n'existe pas que morceau par morceau, mais où chacun participe à un ensemble et que se réconcilier avec cette idée-là, prendre conscience de ça, c'est comprendre qu'à l'intérieur de notre cœur et de notre âme, il en est de même et que nous avons donc les mêmes besoins. Voilà, et alors peut-être qu'on va revenir sur l'essentiel de ce qu'on a dit en début d'émission, parce que tout le monde n'écoute pas religieusement pendant 2 heures, même quand c'est vous, Michel Odoul. Donc ce que vous avez dit, en effet, la peau est en forte relation avec les poumons, et c'est donc notre monde intérieur et notre monde extérieur, la peau. Et donc si on veut avoir des poumons qui fonctionnent bien, il faut savoir poser ses limites.
Il faut savoir poser ses limites, définir un champ territorial. Il y a des personnes qui ne savent pas dire non, qui sont incapables de... Il y a des personnes qui sont incapables d'avoir la porte de leur bureau fermée quand elles en ont un. Ils sont incapables de dire stop. Et ça, c'est quelque chose qui parle profondément de cette énergie des poumons. Mais avec la peau, il y a un sujet tellement vaste avec toutes les dermatoses. Il peut là aussi y avoir un sujet... on abordera, on a toute une saison, Michel Odoul. Je pense qu'on va pouvoir passer le corps en entier. Oui. Et d'ailleurs, je pense à une chose importante, puisqu'on parle beaucoup d'amour et de relations de couple dans cette émission. Il est important, quand on vit à deux, d'avoir son petit espace à soi. Oui, et souvent, c'est pas assez respecté. Et ça, c'est peut-être important de le dire en conclusion de cette émission. Le jardin secret, et surtout ne pas croire que l'impudeur de nos profondeurs soit une franchise ou quelque chose de bon. Et un espace à soi, si on habite dans un petit lieu, ça peut être juste une étagère, enfin, je veux dire. Et l'autre n'a pas à aller regarder ce qu'il y a dans cet endroit-là, qui est notre petit jardin à soi. Et ça commence très tôt, c'est-à-dire que si on repère qu'on a un enfant qui a ce besoin et qui a son petit journal et son petit cahier ou ses endroits où il range ses petits secrets, surtout, respectez-le. Ce serait la blessure, sinon, ce serait une blessure de trahison. Il aura de l'asthme après et vous serez responsable. Bon, je plaisante. Merci beaucoup, Michel Odoul. En tout cas, on vous retrouve dans 10 mois où tu as mal, je te dirai pourquoi. Augmenter. C'est aux éditions Albin Michel. Et tout de suite, vous retrouvez Alexandre Dolovan pour l'émission À votre écoute.